Surnommé la Suisse de l'Amérique centrale, le Costa Rica a bien plus à offrir aux visiteurs qu'une relative prospérité et une tranquillité certaine. Cette fine bande de terre pincée entre deux océans possède une insolente biodiversité, un Éden protégé qui exhale des parfums d'aventure. Le pays s'est doté de 30 parcs nationaux pour défendre un environnement unique en Amérique centrale, un jardin tropical abondant et coloré. Ravi de partager les trésors de son pays, la population sait se montrer chaleureuse et bienveillante pour nous guider dans cet étonnant voyage. Le Costa Rica est sans doute le pays d'Amérique centrale qui a la plus grande notoriété, malgré une population limitée à 5 millions d'habitants. Situé entre le Nicaragua et le Panama, il a la chance d'être longé par deux océans, l'Atlantique côté Caraïbes et l'océan Pacifique. San José, la capitale, que les locaux surnomment affectueusement Chepe, est située sur un plateau entouré de volcans. Les puissances telluriques ont peu à peu effacé le patrimoine architectural de la ville. Après l'arrivée de Christophe Colomb en 1502, le Costa Rica a été pendant près de 3 siècles dirigé par la capitainerie générale du Guatemala pour le compte de l'Espagne, avant d'accéder à l'indépendance en 1821. Le slogan de ce pays en dit beaucoup sur son style de vie. Pura vida, qui signifie à la fois tout va bien et bonheur suprême. Il y a 70 ans, le Costa Rica abolissait son armée au lendemain d'une guerre civile. Une décision rare qui lui a permis d'investir dans l'éducation, dans la santé et plus récemment dans la préservation de l'environnement. Le marché central abrite une partie de l'âme de la capitale. C'est un immense labyrinthe dont seuls les initiés connaissent les stands, où l'on peut se régaler de copieuses galettes servies sur des feuilles de bananier. Cet état d'esprit hédoniste se retrouve aussi dans la nouvelle génération de chefs, comme Christian Madris qui dirige les cuisines de Almercat. On y déguste du poisson frais du Pacifique et des légumes agrémentés de sauces caraïbes. Le poisson que nous achetons est 100% frais. Il vient de la région de Punta Arenas. Le fournisseur nous livre tous les jours à l'aube. Il l'a pêché et il l'apporte ensuite à notre restaurant. Nous utilisons un poisson de qualité et c'est pour cette raison que nous avons appelé le plat Pescaderia. Tous les autres ingrédients sont récoltés dans la ferme du restaurant où nous nous approvisionnons. Les produits sont 100% frais. Ici, nous ne servons que des aliments d'une grande qualité. Cartago était la capitale historique du Costa Rica. San José est une métropole récente. C'est une des raisons pour lesquelles on y trouve peu de bâtiments à l'architecture coloniale, que l'on observe dans d'autres villes d'Amérique latine. Les bâtiments de plus de 100 ans sont rares et ont été rénovés. San José est une ville relativement nouvelle qui s'étend de plus en plus en périphérie. Parmi les volcans qui entourent la ville, le Poás, bien que souvent dissimulé dans la brume, reste le plus emblématique. C'est aussi l'un des plus actifs. En longeant la côte pacifique par le sud, on atteint de grands deltas quasiment inhabités, pour rejoindre finalement la péninsule d'Ossa. La pluie fréquente et la température tropicale font de ce territoire un immense sanctuaire biologique. C'est aussi le territoire des infatigables chercheurs d'or, qui continuent à remuer les sables et les roches de la rivière El Tigre. Si Ossa est la zone la plus riche en or du Costa Rica,
On est tout de même bien loin des légendes qui ont pu circuler à travers les différents récits. Le travail est dur, éreintant, et les chances de gain très aléatoires. Alex a longtemps mené cette vie dans les eaux du fleuve. Il a maintenant arrêté. Tous ces gens-là, ici, c'est leur travail quotidien. Depuis, 1980. Ils ont grandi avec, ils font ça depuis qu'ils sont enfants, et c'est ainsi qu'ils font vivre leur famille. Surtout eux, ce sont de vrais chercheurs d'or. C'est une aventure, c'est l'incertitude. Parfois on en trouve beaucoup, parfois pas grand-chose, et chaque jour est différent. Certains jours nous trouvons vraiment de l'or, ce qui nous rend heureux. On oublie alors la fatigue, la faim. D'autres fois en revanche, et d'ailleurs la plupart du temps, on ne trouve pas grand-chose. Oscar Lopez a 69 ans. Il vit plus haut dans la forêt. Il était lui aussi chercheur d'or à l'époque où il n'y avait pas de route, où l'on circulait à cheval. Depuis, il est devenu herboriste. Il n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Ici, tout pousse en quantité. En revanche, il faut de l'expérience pour distinguer toutes ces plantes qui, au premier regard, paraissent identiques. Ça, c'est une ampolla. Elle sert à nettoyer les reins. Cette fleur, ça se mange et ça agit. Hombre grande. C'est un médicament contre le paludisme, contre les piqûres de moustiques quand vous avez froid ou de la fièvre. Vous cuisinez une feuille comme celle-ci et vous la buvez, c'est de la quinine. Sentez celle-ci, c'est Jamaïca. C'est un bon anti-moustique. Vous en mettez, il n'y a plus d'insectes. Ça s'utilise sur le corps avec de l'huile d'olive. Pour le bambou, il faut 15 ans au minimum pour qu'il atteigne cette taille. Oui, il faut bien 15 ans pour obtenir cette dureté et cette épaisseur. Le curcuma, très utilisé dans la cuisine indienne, pousse aussi à profusion. C'est un bon traitement pour les veines, le sang et aussi pour colorer les cheveux. Les forêts de la péninsule d'Ossa sont l'habitat idéal pour les paresseux. C'est un animal assez fascinant. Il passe la plupart de son existence suspendu à une branche. C'est dans cette position qu'il vit, qu'il dort, qu'il se nourrit et même qu'il se reproduit. Il possède un métabolisme incroyablement lent qui lui vaut son flegme naturel, ainsi que son nom. Au Costa Rica, l'espèce la plus répandue est le paresseux à gorge brune avec 3 doigts.
Malheureusement, il s'agit d'un animal en voie de disparition. Le spectacle ne se produit pas uniquement dans les arbres. Au sol, il règne une activité incroyable. Ces milliers de fourmis peuvent parcourir plusieurs kilomètres à travers la forêt, en creusant au passage des galeries sophistiquées pour rejoindre leur habitat. Certaines d'entre elles peuvent occasionner des morsures très douloureuses. Plus curieux encore, les fourmis atta ou coupeuses de feuilles découpent et transportent des végétaux qui sont acheminés dans la fourmilière et débités en petits morceaux. Ils serviront à cultiver un champignon dont les fourmis se nourrissent. Les reines, quant à elles, peuvent atteindre des tailles impressionnantes. Elles sont choyées en permanence. En remontant vers le centre de la péninsule, on atteint le parc national de Corcovado. Ossa représente à elle seule 1,5% de la biodiversité mondiale. Ces forêts primaires sont les plus riches et les mieux préservées de l'Amérique centrale. À l'écart du monde, ces quelques fermes constituent le village de la Tarde. On y trouve une école, une institutrice et 2 élèves. Karen Garro Vargas s'occupe ce matin de Dalila. Pour tous, cette école représente d'importants efforts. J'habite dans le centre-ville de Puerto Jiménez. Je conduis 1h30 car je conduis très doucement. Je fais le trajet tous les jours. Avant, je ne pouvais pas me déplacer et je devais rester là. Je dormais alors chez Dalila, mon élève, parce que la route était en mauvais état et ça me faisait peur. Ce sont des pères de famille qui aident au fonctionnement de l'école. Ça s'appelle l'Assemblée d'éducation. Ça prend combien de temps à pied d'ici jusqu'à chez toi? 1 demi-heure? Donc une promenade d'1 heure tous les jours? Et s'il pleut? Je dois venir avec un parapluie. Dans cette province, on recense 13 variétés d'espaces, de la forêt de montagne à la forêt de nuages. Il y règne un climat tropical où les pluies se succèdent, faisant ainsi jaillir plus de 500 espèces d'arbres qui s'entremêlent parfois. Le Ficus aurea est à l'image de cette forêt foisonnante. Il se développe dans la canopée à partir d'un arbre hôte pour finalement l'étrangler et prendre sa place. La pluie seule ne fait pas tout. La forêt ruisselle des 26 sources que compte la péninsule. La vie est partout, la plupart du temps dissimulée. On progresse dans la forêt avec précaution, ne serait-ce que pour les quelques 200 espèces différentes de reptiles que l'on y recense, comme ce fer de lance. De nombreuses plantes sont endémiques. Elles participent à la superbe de tout ce foisonnement. Ce ceiba est gigantesque. Il perce la canopée à plus de 45 mètres de hauteur. Il est difficile d'estimer son âge. Selon les locaux, il serait d'au moins 500 ans. À la tombée de la nuit, les appels des toucans résonnent au sommet des arbres, de l'autre côté de la péninsule sur la côte pacifique. Quelques vautours profitent des derniers rayons de soleil.
Sur la côte est de la péninsule, la forêt se transforme en mangrove en atteignant le golfe de Dulce. C'est ici, à Aguas Ricas, que l'on trouve les Indiens Nobé. Les indigènes du Costa Rica ne représentent plus que 2% de la population, soit à peine 64 000 personnes. Mariano vit ici avec sa famille dans une communauté qui regroupe 200 personnes. Avant de rentrer dans sa ferme, il faut se purifier dans la fumée d'un nid de termites. Vous savez, c'est une coutume. Il y a vraiment longtemps, les gens partaient et à leur retour, ils faisaient cette cérémonie. Il y avait deux raisons à cela. L'une était d'éviter de transmettre des maladies et l'autre de chasser les mauvais esprits qui pouvaient vous suivre. Voilà, c'était donc ces deux raisons. La famille essaie de vivre au maximum de ce qu'elle produit, comme le riz qu'il faut d'abord piler. On commence par le pilonner comme ceci, là, comme nous le faisons. Et ensuite, nous le soufflons. Dans un deuxième temps, nous le jetons à nouveau et nous continuons à pilonner jusqu'à ce que le riz soit complètement propre et sans écorce pour pouvoir s'en servir pour cuisiner. Pour se soigner, Mariano se sert beaucoup des plantes et des arbres qui l'entourent. Ici, c'est un cèdre. On s'en sert contre les morsures de serpents. Pour s'en servir, on prélève de l'écorce, on la fait bouillir. Une fois cuit, on récupère l'eau pour la boire comme un thé. Mariano essaie de transmettre à ses enfants une partie de son héritage culturel et spirituel, déjà dilué dans l'exode que les Indiens Nobé ont connu à la fin des années 1970, lorsqu'ils sont arrivés du Panama. Mariano est un chaman. Il possède un certain nombre de pouvoirs. Il fait ici la démonstration d'un piège destiné à chasser les mauvais esprits. Le maïs est extrêmement important. Pour nous, il a été et il continue à être important. Le maïs a été utilisé et il s'utilise encore pour faire le chicha, notre boisson traditionnelle. On peut faire aussi de l'atol en cuisine, on peut faire des chaussons farcis, on fait des galettes, on fait des papillotes. Pour toutes ces raisons, le maïs est vraiment important. Nous revenons au centre du pays, à Cartago, capitale du Costa Rica jusqu'en 1823. Pour tout un peuple, elle reste du moins la capitale religieuse. Les séismes de 1841 et 1910 provoqués par le volcan Irazu ont détruit quasiment toute la ville. L'ancienne cathédrale n'y a pas résisté, mais elle reste un lieu emblématique de la ville. Sur chaque grande place, on est certain de trouver un marchand ambulant qui propose une glace bien particulière, colorée et très sucrée, la Ricos Copos. Après le tremblement de terre de 1910, la nouvelle cathédrale Notre-Dame-des-Anges a été construite quelques centaines de mètres plus loin. Achevée en 1924 et particulièrement volumineuse, c'était la première du genre en Amérique centrale.
Elle combine les éléments d'architecture byzantine, espagnole et coloniale. Elle abrite une statue de la Vierge Noire, la Negrita, adulée par les Costaricains dont c'est la sainte patronne. Des milliers de personnes de tout le pays y convergent chaque année en pèlerinage. Au début du mois d'août, elles viennent remercier ou demander des faveurs à la Vierge. Un peu plus au nord, la vallée de l'Orossi est un carrefour naturel baigné par de nombreuses sources d'eau. C'est une terre agricole dominée par les plantations de fruits, de légumes et de café. L'église San José d'Orossi a été l'une des toutes premières construites au Costa Rica. Elle date de l'époque de la colonisation espagnole. Bâtie en 1767 par des moines franciscains, elle est consacrée à Saint Joseph. En se dirigeant vers l'océan Atlantique, on rejoint Puerto Limón, le port le plus important de la côte Caraïbe. Tout le long de cette côte, l'ambiance est plus décontractée, les influences culturelles et musicales plus métissées. Christophe Colomb y a jeté son ancre pour la première fois en 1502. Dans le parc Vargas, un monument met en valeur le travail des pionniers qui, en 1867, ont construit un chemin de fer permettant de relier les hauts plateaux avec le port de Limón pour exporter le café et la banane. Aujourd'hui, une grande partie des exportations de bananes et d'ananas se font toujours depuis Limón. Les paquebots de croisière y font aussi escale régulièrement. En remontant la côte vers l'est, à la frontière avec le Panama, on trouve Puerto Viejo, une ville à l'image de cette ambiance caribéenne qui attire les visiteurs. Située à l'écart du pays, cette enclave était autrefois un repère de pirates. Puis le Panama, à proximité, s'en est servi comme port bananier. Ce n'est que dans les années 1980 qu'une route a été construite pour relier Puerto Viejo à la capitale San José. Devant l'afflux de visiteurs, les habitants ont défendu leur plage contre tout projet immobilier intrusif, avec la création d'une réserve naturelle. Aujourd'hui, Puerto Viejo s'est développé grâce au tourisme et en particulier grâce au surf. L'ambiance dans le village n'a rien à envier à celle d'Hawaï ou d'Indonésie. On retrouve l'essence de cette culture caribéenne quand des groupes de calypso comme celui de Junior Emilio Alvarez se produisent dans la salle des fêtes du village. Les aînés mettent alors leurs beaux habits pour aller savourer ces quelques moments de nostalgie. Originaire du Nicaragua, Junior joue régulièrement à Puerto Viejo depuis 25 ans. Le calypso ne vient pas du Costa Rica. Le calypso, il vient d'Afrique, de la Jamaïque, de Trinidad et Tobago. C'est là que le calypso a commencé. C'est arrivé il y a vraiment longtemps, quand les Jamaïcains sont venus pour installer les voies ferrées du train. Avant, ils avaient essayé de ramener des gens d'autres pays pour travailler, mais ils ne supportaient pas les piqûres de moustiques, le paludisme, et les gens mouraient. C'est alors qu'ils ont ramené les Noirs de la Jamaïque, car eux, ils connaissaient des remèdes de la médecine traditionnelle. Et ils jouaient le calypso avec une boîte de conserve et un banjo. C'est ça le début du calypso au Costa Rica.
Doña Elena Spencer fait partie d'une des plus anciennes familles du village. Le calypso a toujours été présent dans sa vie. Ce sont nos racines, c'est la musique que nous avons dans l'âme. Tout le monde le danse, des enfants aux adultes, tout le monde. Ici, les gens sourient. Nous sommes aimables. Nous avons une bonne cuisine. Et c'est un sentiment agréable. La vie est belle. En s'enfonçant dans la forêt, il faut d'abord remonter le fleuve Télidé, puis se faufiler entre les pierres de la rivière Yorkine pour atteindre le village qui abrite 60 familles de l'ethnie des Bribri. La rivière longe les bananeraies qui sont au Panama. Mais pour atteindre le village, il n'y a pas de route. C'est la pirogue, ou la marche à pied lorsque l'été, la Yorkine est à sec. Le village est niché dans la forêt. Aussi loin que la mémoire collective peut remonter, les Bribri ont des origines aztèques. On estime qu'ils sont environ 11 000 répartis dans 3 réserves et plusieurs villages tout au long de la cordillère de Talamanca. Ils parlent leur propre langue qu'eux seuls maîtrisent. Ils cultivent le cacao, les bananes, chassent les oiseaux et élèvent des cochons. Sí. ¿Qué es lo que hay? Ils vénèrent un dieu, Sibou, dieu suprême créateur de la terre et de l'homme, et ils s'en remettent au pouvoir des chamans. Leur cacao qui pousse dans la forêt est réputé comme un des meilleurs du pays. Dans cette cuisine commune, on reçoit des invités, on prépare du cacao et surtout le casado, le plat incontournable à base de riz, de bananes plantains et de salade, souvent accompagné de poulet. Les fèves de cacao demandent de l'attention. Il faut les torréfier, mais pas les brûler. Sí, esa es interesante. Les fèves sont ensuite écrasées. En les faisant sauter, on enlève les résidus de l'enveloppe de la fève. On obtient ainsi une pâte de cacao qui n'est pas encore du chocolat, mais déjà savoureuse. Elio Cortito, le chef du village, aime bien faire partager aux visiteurs son rapport à la nature.
Pour nous, ce lieu a quelque chose de sacré, quelque chose d'important, quelque chose dont nous avons besoin. Les animaux, les arbres, toute la nature. Pour nous, les Bribri, c'est vraiment quelque chose d'important. Nous, on dit que Sibou c'est notre Dieu, Sibou nous a tout légué pour qu'on en prenne soin. Il nous a tout donné pour qu'on en prenne soin et il nous a appris comment en prendre soin sans lui faire de mal, pour y vivre, mais en la protégeant aussi. Par exemple, les oiseaux, ils ont un chef pour prendre soin des oiseaux. Il y a des chefs pour prendre soin des animaux. Et nous avons un système. Si quelqu'un fait du mal à un animal, il devra se confronter au chef. S'il est en train de lui faire du mal, le chef punira alors les responsables. C'est comme ça pour les oiseaux, les poissons. Et quand nous allons chasser un animal, c'est pour la famille, c'est pour nous nourrir. Alors ça va. Lorsqu'il pleut beaucoup, les Bribri travaillent dans de grandes huttes communes pour tresser les toitures de leur maison. Après avoir longé la côte atlantique vers le nord, nous voici maintenant dans la région de la rivière Sarapiki. Le dimanche après-midi, dans le village de la Virgaine, on joue au foot, même quand il pleut. Le spectacle est autant sur le terrain que dans les tribunes lors de cette rencontre qui oppose une exploitation d'ananas à des cultivateurs de la région. La richesse des sols volcaniques, alliée à un climat chaud et humide, en font une région parfaite pour l'ananas, qui est le deuxième fruit après la banane le plus exporté. La descente de la rivière Sarapiki permet de découvrir une vie particulièrement riche, avec une grande variété d'oiseaux. Comme ces taringas qui s'étirent sous la pluie. C'est un florilège de couleurs improbables, de pics verts à tête rouge, de grues, de toucans de toutes sortes, de trogons de Masséna. Il faut souvent avoir l'œil pour les distinguer. Les caïmans en général font la sieste tout en restant vigilants sur l'apparition d'une proie éventuelle. Les iguanes en revanche sont partout, aussi bien au sol qu'au sommet des arbres. Depuis peu, les bouillonnements de la Sarapiki attirent des amateurs de sensations fortes, avec la descente de la rivière en raft sur plusieurs kilomètres. En poursuivant notre route vers l'ouest, nous entrons en territoire malékou,
l'une des 8 ethnies qui ont survécu au soubresaut de l'histoire. Maria Lilian Silva, dans le village de Palenque El Sol, décore ce matin des calebasses qui seront ensuite vendues dans les échoppes du village. Pour nous, les Malécous, c'est un ustensile de cuisine comme une assiette, un verre et une cuillère. Je pense qu'il nous reste un peu de tradition. Nous en avons perdu beaucoup, mais nous la préservons. Il y a ici une petite école qui enseigne le malécou et sa culture. Nous essayons de la sauvegarder. J'ai une fille et je lui transmets mes traditions. Je fais pareil avec mes petits-enfants. Quand je suis avec eux, je leur transmets et leur apprends comment nous vivions. C'est-à-dire que la télé, l'Internet ou d'autres éléments de confort ne m'enlèveront pas ma culture ni ma tradition. J'ai mon dialecte et ma culture. Nous poursuivons notre route vers l'ouest dans la région d'Upala, à côté du volcan Tenorio. Gerardo Solorzano exploite une plantation de cacao. Pendant la saison, il y récolte 2 tonnes de fèves par mois. Plus sucrés, les bananiers ne servent quant à eux qu'à attirer les éventuels insectes. Le cacaoyer est le seul arbre dont la fleur pousse directement sur le tronc. Toutes les fleurs ne donnent pas de fruits. Seul un nombre très limité se transformera en cabosse jaune ou rouge contenant les fèves. Voilà, ça c'est le fruit du cacao, lorsqu'il est mûr. Le fruit arrive environ 6 mois après la floraison. Une fois séché, on a à peu près 15 fruits par kilo. Dans chaque fruit, il y a environ 40 graines et ils sont à peu près tous pareils. Et ça coûte combien le kilo? Le kilo sec est à 1200 colones, oui, ça fait 1,70 €. Ce cacao sert à faire du vrai chocolat, contrairement aux produits industriels qui se contentent d'utiliser de l'huile de palme et des arômes. Pourtant, il se vend moins bien. Gerardo se diversifie peu à peu avec les noix de coco, compte tenu de l'engouement de l'Europe et des États-Unis pour l'eau de ce fruit. C'est ici que nous les faisons sécher, 12 à 15 jours environ. Ça dépend de la température du soleil. Après, nous l'emballons et c'est prêt. Pour obtenir environ 5 quintaux, cela prend, disons, 4 jours. 2 jours pour les broyer et 2 jours pour séparer les graines. Avec de tels arômes, on ne peut que souhaiter à Gerardo de très nombreuses récoltes encore. Biragua est la porte d'entrée vers le parc national du volcan Tenorio, qui aime bien se dissimuler dans les brumes du climat tropical. La chute d'eau du Rio Céleste est particulièrement spectaculaire. La présence de silicate d'aluminium lui donne une incroyable couleur. Pour mieux comprendre le phénomène de cette couleur, il faut remonter en amont à travers la forêt. Il s'agit d'un phénomène chimique unique qui se produit au niveau de Tenorio, point de rencontre entre 2 rivières non colorées, la Quebrada Agria qui possède un pH acide
et le Rio Buenavista qui est chargé en particules de silicate d'aluminium. Sous l'effet de l'arrivée de l'eau acide, la taille des particules minérales augmente, quand d'autres restent en suspension, reflétant la lumière d'un bleu magnifique. Plus bas, des émanations de gaz accompagnent une eau chaude dont la composition rendrait toute baignade dangereuse. La forêt foisonne de vie, comme l'étonnante grenouille aux yeux rouges. Ou encore cette grenouille ici, minuscule mais venimeuse. Quant à ce serpent, mieux vaut éviter d'être sur son chemin. Les oiseaux sont tout aussi fascinants. Le café est toujours un des piliers de l'économie du pays. La plupart des plantations se trouvent dans les vallées centrales, comme ici à Naranjo. La coopérative Espiritu Santo possède 200 hectares, où elle produit son propre café. Elle transforme également celui de nombreux petits producteurs des environs. Les récoltes s'étalent en général de la fin novembre à fin février. Une tâche fastidieuse, car il faut prendre soin de ne cueillir que les cerises mûres et laisser celles encore vertes pour un prochain passage. Les sacs vont être acheminés au fur et à mesure à la coopérative située plus bas. Ici, un petit producteur apporte sa production du jour qui va être évaluée et pesée. Le technicien contrôle notamment la présence de cerises vertes, qui seront rejetées. Il évalue le poids de la livraison en mesurant la hauteur atteinte dans le bac. Les cerises vont être lavées, dépulpées pour en extraire les grains, qui seront ensuite plongés dans l'eau pour une fermentation d'environ 24 heures. Les grains sont ensuite séchés. Reste maintenant une phase qui demande beaucoup de précision, la torréfaction. Les fours sont situés dans un autre bâtiment de la coopérative, qu'on peut identifier les yeux fermés, en s'orientant aux arômes caractéristiques qui s'en dégagent. La torréfaction est une opération qui vise à cuire les grains de café à environ 200 degrés Celsius. Le grain passe progressivement du vert au beige, puis au marron et enfin au noir selon le résultat désiré. Tout le savoir-faire du torréfacteur réside dans le contrôle très précis de la durée de la cuisson, en observant en permanence l'évolution de la couleur des grains. Cette opération va fixer la couleur et surtout les arômes du café. Lorsqu'il juge que la torréfaction est terminée, les grains sont brassés pour éviter qu'ils ne continuent à cuire. Au Costa Rica, la dégustation de café traditionnel se fait avec un chorreador, un filtre composé d'un tissu en matière naturelle.
En se dirigeant vers la côte pacifique, on rejoint le parc national Rincón de la Sierra, adossé au volcan du même nom. Il s'agit également d'un lieu privilégié pour observer les oiseaux. Les pentes du volcan sont sillonnées par des rivières et des chutes d'eau. Depuis l'arrivée des Européens dans la région au XVIe siècle, l'activité éruptive se manifeste régulièrement. Une vingtaine d'éruptions ont été répertoriées. Les dernières datent de juin 2017. Le sommet du volcan, à 1916 mètres d'altitude, n'est pas accessible. Des émanations toxiques s'en dégagent. En revanche, sur ses flancs, l'activité est aussi importante. Considéré comme le troisième volcan le plus actif, c'est un des plus volumineux du pays. Toujours vers l'ouest coule le fleuve Tempisque, situé à une cinquantaine de kilomètres de la mer, à la hauteur du village de Puerto Humo. C'est toute une zone humide qui est protégée par un parc national. Le Palo Verde abrite une multitude d'oiseaux. Sédentaires ou migrateurs, ils y trouvent de la nourriture en abondance et un refuge pour se reproduire. Cependant, les crocodiles peuvent être des voisins encombrants. Le parc protège une partie de la rivière Tempisque, où l'eau salée rejoint l'eau douce, où la forêt de feuillus rencontre la forêt tropicale humide. La région est inondable en saison des pluies. La zone absorbe le débordement des rivières et les effets de grandes marées. Mangroves, lagunes et marécages forment un écosystème unique dans cette partie du pays. Le spatule rose est un des habitants les plus emblématiques du Palo Verde. Son long bec lui permet de rechercher de la nourriture de manière très efficace. À 30 km de l'océan, Santa Cruz est la dernière grande bourgade avant la mer, où résident des fermiers et des pêcheurs des environs. Dans les restaurants populaires, la cuisine se prépare au milieu des clients. C'est tout un spectacle en soi. Riz, poisson, bananes plantain, tout mijote longuement. Les tables ne désemplissent pas. Plus près du bord de mer, les environs de Playa Negra sont un curieux mélange de fermes, de bars rustiques et d'hôtels. Fermiers, surfeurs, touristes et même Saint-Hurleurs se côtoient ici dans une certaine harmonie. La côte pacifique tout autour de Playa Negra est encore préservée de la pression immobilière. Si les plages sont peu fréquentées, c'est bien la qualité des vagues qui attire l'attention de nombreux visiteurs. When the rays of the sun will caress
Certains n'hésitent pas à comparer cette côte avec ce qu'était le North Shore d'Hawaï il y a une cinquantaine d'années. Une douceur de vivre sans afflux majeur de touristes. La côte recèle tout autour de baies et de plages quasi désertes, comme cette magnificence des pirates, idéale pour conclure ce périple à travers un pays fidèle à sa réputation de pura vida, une évidente douceur de vivre.